Je m'appelle Rose, j'ai 31 ans, je vis en Bretagne et je suis autiste Asperger et je vais parler de mon parcours en tant qu'autiste Asperger et de ma dysphorie de genre. J'ai été critique du genre dès lors que le phénomène des transgenres a pris de l'ampleur. J'ai souffert pendant une dizaine d'années de ce qui est en quelque sorte à l'origine de ce phénomène, la dysphorie de genre. Cette souffrance à cette époque était encore méconnue, mais elle n'était l'outil d'aucune forme de propagande. J'ai donc dû appréhender ce mal en moi et essayer de l'apaiser sans pour autant, heureusement, tomber dans des travers irréversibles. J'ai commencé à souffrir de dysphorie de genre à partir de l'adolescence. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. J'ai commencé à souffrir de dysphorie de genre à partir de l'adolescence. Je pense que les raisons de cette souffrance étaient multiples. Tout d'abord, je subissais des violences familiales et du harcèlement scolaire, ce qui aggravait considérablement le peu d'estime que j'avais de moi, et ce qui me poussait en quelque sorte de transformer mon apparence. Comment dire, je décris transformer, mais le terme le plus adapté serait plutôt enlaidir, m'enlaidir, mais en fait, se couper les cheveux et mettre des vêtements larges. Pour moi, c'est pas une façon en fait de s'enlaidir pour une femme, mais dans mon cas particulier, c'était le cas. C'était peut-être une façon d'échapper aussi aux stéréotypes sexistes de comment doit être une fille, en fait, peut-être. Exactement. C'était pour y échapper aussi, exactement. Et après, malheureusement, c'était pour ce qui était des cheveux, c'était plus lié à des tocs assez compulsifs en fait que je décrirai un petit peu plus tard, si besoin. Donc, je me coupais moi-même les cheveux très courts et je portais des vêtements beaucoup trop larges pour ma taille. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup d'attrait vis-à-vis des activités dites masculines, comme les jeux vidéo ou l'informatique. Cela est dû certainement à ma particularité. Je ne me suis jamais construit une barrière mentale à cause de ma condition de femme ou de jeune adolescente à cette époque. Je pense que vous voyez la chose venir. Ma dysphorie de genre n'est pas apparue comme un tombé du ciel de manière imprévue. C'est la société, mes groupes sociaux qui m'ont poussé à faire croire que je ne pouvais pas être une femme, à cause de mon apparence, de mes goûts vestimentaires, de mes loisirs. Par exemple, on m'encourageait sans cesse à porter des jupes, à me maquiller, à être plus féminine. Ces injonctions, je les entendais dans toutes mes sphères sociales. J'ai fini par me soumettre à ces injonctions à contre-cœur car on me félicitait et j'avais besoin de cette reconnaissance et cette acceptation. Cela me faisait mal parce que d'une part, j'étais très inconfortable dans ces tenues et artifices et de l'autre, ce sentiment d'inconfort consolidait en moi l'idée que je n'étais pas normale. S'en est suivi une douleur qui a fait petit à petit son nid. J'ai commencé à détester viscéralement mon corps et à ressentir un sentiment de malaise profond lorsqu'on me genrait au féminin. J'avais l'impression d'être tiraillée, puisque même quand on me genrait au masculin, c'était avec beaucoup de mépris et de moquerie. Si je pouvais donc, par rapport à ça, expliquer quelques exemples, en fait, c'était souvent, par exemple, quand j'allais dans des magasins de vêtements, des vendeuses qui se moquaient de moi en me disant que le rayon homme était un peu plus loin, ou alors des camarades de classe qui se demandaient ce que je pouvais bien avoir entre les jambes. Et la chose, enfin le moment le plus humiliant pour moi par rapport à ça, c'est quand j'étais donc en classe un jour. La professeure en fait m'avait demandé en plein milieu de cours et avait insisté pour que je lui donne ma carte d'identité pour que je prouve bien que j'étais du sexe féminin. Mais de Et quel droit? Mais de quel oui. droit? Mais c'est un truc de fou. Et les J'imagine élèves, pas. bah, ils étaient hilars. Hilars. Et certains bah, clamaient que j'étais bien une fille et d'autres clamaient que j'étais un garçon. C'était horrible. Et en fait, par rapport à ça, en fait, avant, j'avais l'habitude donc de me couper les cheveux de manière assez impulsive. Et ce jour-là, bah, j'ai décidé de me raser les cheveux.
parce que la dysphorie, c'était encore plus amplifié après ça, parce que c'était extrêmement choquant. Je suis vraiment très très choquée C'est, de ce que tu racontes. j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris ses intentions. En fait, elle était venue vers moi et avait insisté pour que je lui donne ma carte d'identité après m'avoir observé longuement. Et j'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris sa réaction. Mais en classe, pendant le En cours. classe, oui, en plein cours. Elle s'était rapprochée de moi, elle avait insisté pour que je montre ma carte d'identité, pour que je prouve bien Mais tu que avais quel j'étais. âge à l'époque? À l'époque, j'avais 18 ans. Donc c'est assez récent en plus. Donc j'ai Ouais. l'impression qu'on parle d'un truc du XVIIe siècle, hein. Non, non, ça s'est réellement passé et j'ai toujours pas compris quelles étaient vraiment ses intentions. Mais en tout cas, ça s'est passé en milieu d'année. Pour moi, elle savait très bien que j'étais une fille et je sais pas, j'ai pas compris sa réaction. C'était Mais peut-être des fois, il faut pas chercher, hein, c'est juste de la non, bêtise en non. fait, hein. J'avoue De la que méchanceté. ouais, je pense que c'était juste de la méchanceté pure. En fait, c'est un peu comme si j'avais l'impression que ma manière d'être en tant qu'adolescente, quand je mettais des vêtements larges, quand j'avais les cheveux courts, c'était comme une sorte de provocation, quoi. Les gens avaient pas l'air d'apprécier. Et surtout, elle en partie. Mais je sais pas pourquoi elle a réagi ainsi. J'ai donc appris à me voir comme un extraterrestre sans genre ni sexe. C'était une manière en soi de se voir comme non-binaire. Cela m'aurait peut-être apaisé qu'on s'adresse à moi avec un genre neutre, mais cela reviendrait à ce qu'on me donne volontairement un coup violent, puis qu'on me pose un pansement qui couvre à peine la plaie ouverte en me disant que tout ira pour le mieux. Pour la dysphorie, au fil des années, elle s'est apaisée, surtout quelque temps après mon diagnostic tardif de syndrome d'Asperger, où j'étais passée par des thérapies douces et fait beaucoup d'introspection pour apprendre à m'accepter telle que je suis. Aujourd'hui, ma dysphorie de genre a complètement disparu et je m'accepte pleinement en tant que femme. Alors la question suivante, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants et pour les adolescentes, pour la société et pour notre démocratie? Cette idéologie est une menace pour les femmes, plus particulièrement pour les femmes ayant des troubles autistiques, car je pense que nous sommes moins influencés par les codes genrés et donc un malaise et un décalage peut facilement se créer entre ce que nous sommes et ce que la société attend de nous. Puis les personnes autistes sont en grande partie isolées, donc peut-être plus perméables à des discours qui les incluent rapidement dans un groupe social. J'ai reçu beaucoup, à mesure que le phénomène transgenre grandissait, des mails et des prospectus de la part des associations pour les personnes autistes, en expliquant en quoi les transitions sont bénéfiques si on souffre de dysphorie de genre. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qui serait arrivé si mon adolescence s'était retrouvée au cœur de cette idéologie. Je pense sincèrement que j'aurais passé le cap de la transition. Je suis effrayée du fait que toutes les réflexions rétrogrades d'hier que j'ai pu subir, comme quoi j'étais un garçon manqué, que je ne pouvais pas être une fille ni une femme parce que j'avais une apparence et des goûts qui sortaient des stéréotypes féminins, retrouvent une résonance à travers des discours actuels qui entraînent désormais de nombreuses jeunes femmes à se faire mutiler sous les applaudissements d'une majorité de personnes. Je suis effrayée que tout cela se fasse dans une complaisance totale et que tous ceux et celles qui en dénoncent les dérives se retrouvent accablés par les insultes, les menaces et par du harcèlement. Les transactivistes utilisent à outrance le prétexte de la transphobie pour faire taire toute critique face à leur discours. Il faut comprendre que pour réussir à ne plus être transphobe, il faut nier tout un fondement de nos connaissances scientifiques, car il faut comprendre qu'être une femme ou un homme n'est plus qu'un ressenti et une autodétermination. Un homme avec les caractéristiques physiques mâles sans aucun équivoque qui porte une robe se dit être une femme. Si vous l'appelez monsieur, vous êtes transphobe. En fait, non, il est juste sexiste. Non, non, il est juste sexiste. Si vous êtes lesbienne et que vous ne voulez pas coucher avec une femme parce qu'elle a un pénis, alors vous êtes transphobe. Non, vous êtes juste en face d'un agresseur sexuel et homophobe. Je constate avec beaucoup d'indignation l'envahissement des hommes dans des espaces censés être uniquement pour les femmes, comme les espaces pour lesbiennes, les refuges, les compétitions sportives et les prisons. Je déplore aussi beaucoup que la sphère sceptique et zététique ait pris à bras-le-corps ce sujet, mais pas dans le sens auquel je m'attendais, avec beaucoup de dogmatisme, de confusion et de militantisme. Ils aiment aborder ce sujet comme si les transgenres, par leur simple existence, bouleversent les codes du genre et floutent notre perception et notre définition de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, comme si nous avions affaire à une nouvelle génération révolutionnaire d'humains hermaphrodites, qui changerait de sexe et de corps via de nouvelles lois de la nature et que nous étions trop fermés d'esprit pour le comprendre.
De ce fait, il essaye de nous faire croire que le phénomène transgenre remet en doute les fondamentaux de la biologie et la distinction des sexes. Évidemment, ce qu'il n'aborde pas, ou peu, c'est la transition médicale, effectuée par une grande majorité des transgenres, qui bouleverse tellement les codes du genre et de la biologie qu'ils ou elles en viennent à s'injecter des hormones sexuelles pour créer artificiellement ce qui fait foi en biologie en termes de distinction des sexes. Mais on vous dira que c'est une histoire de genre. Il y a des femmes qui produisent naturellement de l'oestrogène en quantité suffisante et des hommes qui se disent femmes qui s'en injectent à vie au risque que leur santé en pâtisse gravement. C'est clair, on a vraiment affaire à une remise en question que nous pose aujourd'hui le transgenrisme et mère nature. C'est déroutant car il traite ce sujet comme s'il n'y avait aucune intervention extérieure chimique ou chirurgicale, alors que c'est tout l'enjeu de cette idéologie qui, je trouve, ressemble à bien des égards de plus en plus à du transhumanisme. C'est pourquoi aussi cette idéologie est dangereuse pour les enfants car elle renforce les stéréotypes de genre à son paroxysme, tout en présentant par la suite comme seul échappatoire la médicalisation et la mutilation. Le transgenrisme est selon moi une victoire des normes sociétales, une victoire des stéréotypes. Aujourd'hui, ce n'est pas la société qui s'adapte aux personnes qui souffrent de dysphorie de genre, mais le contraire. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de changer la société, ben, on mutile des corps. C'est ça, les gens sont obligés de s'adapter à la société jusqu'à en devenir des rats de laboratoire et des patients. En tout Sauf cas, les féministes qui veulent changer la société. oui, oui, Voilà, c'est exactement ça. Les féministes, elles veulent que chacun, chacune puisse vivre comme il ou elle l'entend dans son corps, ah, parce qu'on n'a pas le choix en fait. C'est pas comme si on pouvait transplanter notre esprit dans un autre corps qui nous conviendrait mieux. Et dans ce cas, on a effectivement, on a tous et toutes l'idée d'un mieux. C'est quand même un futur qui fait pas trop rêver quand même, hein. c'est ça, exactement. C'est comment dire, c'est vraiment se mettre en danger juste pour complaire à la société et je trouve ça vraiment très grave. Je trouve ça vraiment très grave. On a atteint une limite, quoi. Tu as dit que après avoir fait ton diagnostic d'autisme, tu as commencé à recevoir des mails d'associations qui vantaient les transitions. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, donc en fait, après mon diagnostic, je me suis inscrite à plusieurs sites d'associations pour les personnes autistes Asperger anglophones, donc y compris québécoises, et de la part de pas mal d'associations québécoises, je recevais des mails qui sollicitaient les autistes, s'ils souffrent de dysphorie de genre, à changer de genre et abordaient comment dire, la médicalisation et aussi les chirurgies de réassignation. Et en gros, en fait, ils faisaient intervenir des personnes autistes qui avaient changé de sexe, qui s'étaient donc fait opérer et qui témoignaient de leur parcours, qui témoignaient de leur changement et qui témoignaient en quelque sorte du bienfait de leur changement de sexe. Mais c'est gravissime, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va cibler une population particulièrement vulnérable, les adolescents et les adolescentes autistes, surtout les adolescentes, parce qu'en plus, elles souffrent aussi de sous-diagnostic. Mm. Elles sont un peu obligées de se traiter toutes seules. Et on va leur expliquer qu'en fait, elles sont pas autistes, mais qu'elles sont juste transgenres. Et qu'il faut qu'elles se coupent des morceaux d'elles-mêmes. C'est ça. Et c'était des associations pour le bien des autistes Asperger qui envoyaient ce genre de prospectus. T'as le nom de ces associations? Là, non, malheureusement, en fait, j'avais répondu à certaines de ces associations et leur dire à quel point c'était complètement, comment dire, que c'était un vrai scandale et le débat s'est pas ouvert et ils voulaient pas répondre. Donc, j'ai pas cherché plus loin et j'ai supprimé. Enfin, j'ai supprimé les newsletters de mes mails. Vraiment, Ouais, c'est terrifiant. c'est c'est scandaleux. Franchement, c'est complètement scandaleux. Vraiment. C'est d'un cynisme. C'était vraiment cynique, c'était vraiment, bah, en fait, ce qui me revient en tête, c'était le mail du témoignage donc d'une fille qui est devenue homme et de la promotion donc de ce qu'elle a effectué, donc le changement de genre, et qui donc allait ouvrir un débat vocal pour qu'elle parle de sa transition et de comment aujourd'hui il est heureux, entre guillemets. Et c'était par le biais des associations pour personnes autistes. Et après, de mes souvenirs, j'ai rien reçu d'égal en France, mais ça venait surtout des associations québécoises. Autrement dit, ils ont inventé la thérapie de conversion pour transformer les lesbiennes en mecs hétéros.
Et ils ont aussi inventé la conversion des autistes pour les rendre neurotypiques. C'est formidable. C'est ça. C'est Mais exactement ça. C'est, 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 c'est monstrueux, alors qu'en fait, t'es juste très bien comme tu es, Rose. Tu- Non, tu- mais on est c'est. bien comme on est, mais zut, quoi. Mais j'en reviens pas en fait ce qui aurait pu se passer si à ce moment-là je souffrais encore de dysphorie parce que j'ai souffert de dysphorie jusqu'à que j'envisage la transition. En fait, à ce moment-là, quand j'envisageais la transition, je devais avoir 19-20 ans. À ce moment-là, une transition sexuelle, c'était pas très ordinaire et vraiment, si j'aurais pu passer le cap, je pense. J'avais, je sais pas, j'avais 19-20 ans et que j'avais reçu ce mail. Il y a une pression des femmes autistes qui correspondent pas aux codes et aux stéréotypes de leur sexe, c'est clair. Et la pression, elle s'est insérée jusqu'aux associations qui sont censées nous aider. En fait, je dirais que les femmes autistes, c'est pas qu'elles correspondent pas aux stéréotypes de leur sexe, c'est qu'en fait, elles sont un peu étanches à l'hypersexualisation auquel les autres femmes qui sont pas autistes vont céder plus facilement, en fait. Elles sont pas plus féminines, elles sont juste moins étanches que nous aux stéréotypes sexistes. C'est Et ça. donc, elles résistent moins. En fait, on a un super pouvoir. Oui, bah oui, c'est ça exactement. C'est exactement, vraiment. Moi, vraiment, j'ai le sentiment que depuis que je suis jeune, que j'ai jamais, comment dire, été influencée, eu une influence forte par rapport comment dire, aux stéréotypes. J'avais aucune barrière en fait. Pour moi, tout m'était ouvert. C'est pour ça que ça a été très mal accepté lors de mon adolescence et Oui, que j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. très souvent on dit que les filles autistes, elles veulent pas des jupes ou des talons ou du maquillage, etc. Parce que elles correspondent pas, enfin elles s'identifient pas dans le sexe, etc. Mais c'est juste qu'en fait, on se sent juste moins tenu par ses obligations Oui, c'est sociales ça. et que du Exactement. coup on s'habille de la façon confortable, on coupe les C'est ça. cheveux de la façon confortable et on supporte surtout pas ces chaussures qui nous empêchent de marcher, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Vraiment, pourquoi s'embêter à porter des jupes? Pourquoi Les hommes, ils ont bien s'embêter? compris, hein, d'ailleurs. C'est eux qui ont Comment? les vêtements confortables. Oui, oui, mais clairement. Je dirais, pourquoi s'embêter à porter des talons hauts alors que les baskets, c'est tellement plus confortable. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça que jamais il m'est venu à l'idée de porter des talons hauts. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui de façon anonyme? Est-ce que tu as déjà subi des pressions ou des menaces? Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait éventuellement un danger pour toi ou pour ton entourage? Ou au contraire, est-ce que tu te sais parfaitement en sécurité pour t'exprimer librement? J'ai plusieurs fois débattu réellement et sur Internet de la transidentité avec des personnes plus ou moins concernées. J'ai essayé d'exposer mes propos avec une manière la plus délicate possible. J'ai reçu beaucoup d'agressivité, d'insultes ainsi que des menaces de viol. J'ai compris au fur et à mesure que je n'avais pas affaire à des interlocuteurs qui se préoccupaient réellement des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais à des militants notoires qui embrassent des causes pour des intérêts personnels très louches. Si je parle anonymement, c'est parce que je ne veux plus avoir affaire à eux. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme? Mon anecdote, c'est que j'ai rencontré en fait un homme qui se disait femme et qui s'est avéré être un autogynéphile. Et avec lui, je devais donc me confronter à lui, à discuter avec lui, mais c'était toujours, comment dire, pour être cordial. Tu l'as rencontré dans la vraie vie? Oui, je l'ai rencontré dans la vraie vie. Sa paraphilie, hein, je veux dire, autogynéphile, c'était quoi son kiff? Bah, je vais être claire, d'être une salope. Il était dans la partie des C'est autogynéphiles ça. qui sont dans le sissi porn, c'est ça, les sacs à Ça, foutre et tout Sissi ça? Porn, exactement. En D'accord. fait, il voyait la femme par le prisme de la masculinité extrêmement toxique. Et en gros, en fait, quand il devenait une femme, il s'habillait en barésie, talons aiguilles, perruque longue, blonde. Et à ce moment-là, voilà, il devenait complètement stupide, une vraie cruche.
D'accord. Mais il devenait pas Et une femme en fait. non, non, il devenait pas une... Il essayait de ressembler à ce qu'il imaginait être une femme, c'est-à-dire un trou hyper sexualisé et stupide. C'est ça, exactement. C'était vraiment la femme dominée, la femme esclave sexuelle par excellence. La Vraiment, misogynie, quoi. c'est ça, la misogynie incarnée. Et le souci, c'est que moi, jamais je voulais l'appeler femme, jamais je ne voulais le genrer en femme. Et j'ai eu droit à des menaces et des critiques extrêmement dures à encaisser, comme quoi j'étais une personne mauvaise, comme quoi j'avais la haine en moi, j'avais de la haine enfermée en moi, et que j'étais quelqu'un d'extrêmement transphobe. Et est-ce que Ouais. c'était de lui que venaient ces attaques ou est-ce que c'était, il utilisait Euh, par exemple un contexte professionnel ou pour avoir avec ses petits valets, pour te mettre la pression? C'était des personnes de son entourage. Disons que je l'appelais par son prénom en règle générale, et après, mais après, j'en discutais avec certains en disant, mais jamais, jamais, je ne pourrais le considérer comme une femme, et en expliquant pourquoi, en expliquant que il était extrêmement vulgaire, en expliquant que il était extrêmement misogyne, et c'est de là que j'ai reçu énormément de critiques et d'insultes en me disant que j'étais quelqu'un de haineuse et que j'étais quelqu'un de transphobe. Juste parce que tu voulais pas l'appeler elle? C'est ça. Et comme j'ai coupé les ponts avec une personne donc, qui était liée à cet homme autogynéphile, j'ai aussi coupé les ponts avec cette personne autogynéphile. Mais dernièrement, on m'a appris qu'on l'a vu en présence de personnes, de jeunes adolescents qui se disaient trans et qui visiblement allaient les récupérer en boîte de nuit, et ils étaient complètement alcoolisés. C'était, en plus d'un homme extrêmement misogyne, j'ai appris que c'était un prédateur. Ce qui Et n'a rien que d'étonnant en fait, hein. oui, c'est ça, et qui se servait du transgenrisme pour essayer de récupérer des adolescents et des jeunes adolescents faibles, extrêmement manipulables. Voilà. D'accord. Je crois que tu avais une autre anecdote. Oui. Alors en fait, dernièrement, j'ai débattu avec un homme qui se disait femme, et en fait, je voulais aborder le sujet de jeunes enfants, donc 13 à 14 ans, qui subissaient des opérations pour changer de genre. Donc il a commencé à me dire que ça n'existait pas jusqu'à que je lui montre quelques affaires, dont une jeune fille de 13 ans qui s'était donc coupé les seins. Et il m'avait dit ce qui m'avait vraiment extrêmement choquée. Et c'était pas la première fois en fait qu'une personne essaye de défendre de cette façon. Il m'avait expliqué qu'à 13 ans, on n'est plus un enfant, on est un adulte mature et consentant. C'est ce que veulent, en tout cas, que nous C'est ça, croyons les pédocriminels, hein, qui expliquent que les enfants ont une sexualité, et c'est que ça, exactement, c'est ça exactement. Il me disait que en gros, à 13 ans, on n'est plus un enfant. Et en fait, il a voulu me partager quelques sources qui lisait de manière horizontale, dont une qui racontait qu'à partir de 13 ans, on devient un adolescent indépendant. Puis après, il a voulu me faire croire qu'à partir de 13 ans, on a le cerveau déjà mature et parfaitement constitué. Et en fait, l'article qu'il m'avait donc partagé ne confirmait en rien ce qu'il racontait. En fait, ça racontait que le cerveau, à partir de 13 ans, était suffisamment mature pour l'apprentissage. ça me fait penser à ces discussions complètement hallucinantes sur les réseaux sociaux avec des transactivistes qui t'envoient des liens, des liens, des liens, des liens en disant C'est ça. éduque-toi. Et C'est souvent, il n'y a ça. rien du tout. Je veux dire, ils t'envoient sur Wikitrans et tu es supposé considérer il s'agit d'études scientifiques, quoi. C'est ça. C'est Et ça. parfois même, c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais ils t'envoient un lien et comme ils savent que tu vas pas y aller parce que tu as une vie, en fait, et t'as pas que ça à faire, voilà, ils se donnent bonne conscience en disant elle veut rien comprendre, elle veut rien savoir, etc. Alors qu'il y a quand même pas besoin d'être polytechnicien pour savoir que quand tu as deux boules et une bite, t'es un garçon. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça exactement. J'ai été choquée parce que j'ai compris ils étaient après à tout. En fait, pour t'expliquer qu'à partir de 13 ans, on est un adulte, et on est consentant. Et c'est là Ouais, c'est pas ce que où... dit la loi, comme la loi maintenant, il y a quand même Oui, des âges, des seuils d'âge, ne c'est serait-ce ça. que déjà il y a une loi qui dit la majorité c'est 18 ans. Mais c'est fou comme ils sont prêts à tout, à lire des articles à l'horizontale, à partager des articles qu'ils lisent même pas.
tant que sur le titre, c'est marqué 13 ans, c'est déjà être un adulte en fait. C'est ça qui est fou. Donc, quand il m'a partagé l'article, j'ai voulu le lire parce que je me suis dit, c'est quand même dingue. Qu'est-ce qu'il raconte? Normalement, je pensais que le cerveau était mature à partir de 25 et lui, il me raconte 13. Alors, j'ai regardé et ça avait absolument rien à voir avec ce qu'il racontait, ce qu'il essayait de justifier. C'est le cerveau est mature pour l'apprentissage. Ça me fait penser en fait à toutes les fois où il y a des gens qui discutent avec des transactivistes, puis qu'ils leur disent, alors du coup je suis taguée parce qu'ils disent va voir tel épisode de Rebelles du genre. Donc du coup moi je regarde les conversations. La réponse en général c'est ah non je peux pas aller écouter, c'est beaucoup trop violent. Non, mais C'est-à-dire qu'on est quand même dans leur monde où ne pas les appeler elles, c'est violent. Hein. Enfin, oui, pour moi, c'est la violence qui est violente, mais ils ont une redéfinition du mot violence qui leur appartient, quoi. Et c'est si comme, le mégenrage est violent, alors voilà, c'est qu'est-ce qui ne ça. l'est pas, quoi? Et je crois que tu voulais aussi parler d'une anecdote concernant une manifestation. Ce qui m'a marqué récemment, c'est une vidéo où plusieurs hommes violents caressaient leur sein naissant devant des manifestantes qui étaient venues protester contre l'inclusion des hommes dans des prisons pour femmes. Je pense que d'après la façon dont ils se caressaient et leur réaction, ils pensaient faire pâlir de jalousie ces manifestantes. On a là des manifestantes qui prennent des risques, qui se battent pour faire comprendre à ce monde complètement illuminé qu'un violeur et qu'un meurtrier de femmes ne devraient pas intégrer une prison pour femmes. Et elles avaient pour contradicteurs des mecs qui se palpaient constamment en s'exprimant sur le fait qu'ils se tapaient un nombre impressionnant de mecs qu'elles n'atteindront jamais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je voudrais vous remercier, les rebelles du genre, pour votre courage et pour laisser une place d'expression pour nous, les femmes critiques du genre. Et merci à toutes celles qui témoignent. Voilà. Merci Rose. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.